Bonjour à tous et toutes, bienvenue à ce MIAM, ce moment de l'intelligence artificielle le midi, organisé par l'École d'intelligence artificielle en santé du CHUM, l'EIAS. Que vous soyez derrière vos écrans ou dans l'amphithéâtre avec nous, merci beaucoup de partager ce moment, d'être là. Je m'appelle Gaëlle Hermans, je suis conceptrice pédagogique à la direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUM, et c'est un privilège d'être facilitatrice pour ce panel aujourd'hui. Nous allons aborder un thème essentiel dans notre société, le leadership mobilisateur, et plus particulièrement, comment l'humain peut être le levier de réussite dans les projets d'intelligence artificielle en santé. Nous savons que l'IA, aussi performante soit-elle, ne peut s'implanter seule. C'est l'humain qui porte la transformation, qui crée les conditions pour que l'innovation prenne racine et soit adoptée de manière durable. Aujourd'hui, nous allons parler de compétences humaines, qui sont au cœur du référentiel de compétences de l'EIAS, et plus particulièrement la compétence engagée et inspirée. En d'autres mots, le leadership, l'accompagnement humain, la gestion de changement, de talent, de réaction et aussi des émotions. Cette compétence renvoie à la capacité d'encourager les autres face au changement, de leur donner une direction claire, un but, un élan, et de susciter l'enthousiasme et l'engagement. Elle se décline en différents comportements clés, notamment partager une vision claire et porteuse de sens, renforcer l'engagement des acteurs et des actrices dans la transformation, ou encore encourager la responsabilisation de chacun et chacune. Alors que vous soyez gestionnaire, clinicien, clinicienne, professionnel de terrain, ou simplement curieux et curieuse de savoir comment mobiliser son leadership pour faire avancer l'innovation, ce MIAM est fait pour vous, vous êtes au bon endroit. Pour aborder ce sujet, pour nous partager leurs apprentissages sur comment inspirer et engager, nous avons la chance d'accueillir Bénédicte Nicolas et Jean-François Aubry. Merci à vous d'être là, nous les verrons un peu plus tard sur scène. Bénédicte Nicolas est physicienne médicale au CHUM, spécialisée en optimisation des plans de traitement en radio-oncologie. Elle est chargée de projet pour Rapid Plan, une initiative intégrant l'IA en radiothérapie. Elle joue un rôle clé dans la formation et la sensibilisation à l'IA en oncologie et est très impliquée dans l'intégration des innovations en clinique. Jean-François Aubry est physicien médical en radio-oncologie au CHUM, chef de service de physique et responsable du projet Rapid Plan. Son expertise en gestion de changement et en transformation numérique lui permet d'accompagner les équipes dans l'adoption de nouvelles technologies en radio-oncologie. Les bonnes pratiques m'invitent à vous informer qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer, et les échanges que j'ai pu avoir avec eux m'invitent à vous dire qu'ils ont de quoi vous inspirer avec énormément d'humilité. Pour nous plonger dans le vif du sujet, je vous propose un petit voyage. Imaginez que vous êtes en mer. Jusqu'à présent, vous naviguiez avec une carte et une boussole, en suivant votre intuition et votre expertise, votre expérience. Un jour, on vous propose un GPS ultra performant, capable de vous guider plus vite et plus précisément. Vous savez que cet outil pourrait faire la donne, pourrait changer la donne, mais encore faut-il convaincre l'équipage de l'adopter. Cette transition, c'est sensiblement ce qui s'est passé avec Rapid Plan. Et c'est là que le leadership mobilisateur joue un rôle clé. Il ne s'agit pas seulement d'introduire une nouvelle technologie, mais d'inspirer, d'engager et de donner du sens au changement. Nous allons explorer ensemble les dynamiques de leadership et d'engagement qui ont permis à Rapid Plan d'être intégré dans les pratiques cliniques. Avant d'inviter Jean-François et Bénédicte sur scène, Bénédicte va venir nous présenter ce qui se cache derrière ce nom, Rapid Plan. Bénédicte, le micro est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. Merci Gaëlle. Merci de nous donner l'opportunité de partager avec vous aujourd'hui notre expérience dans l'intégration de l'IA en radio-oncologie avec l'outil RapidPlan. Donc, RapidPlan est un outil qui est basé sur l'intelligence artificielle en radio-oncologie, plus spécifiquement en radiothérapie externe, qui va avoir pour objectif donc de traiter localement le cancer au moyen d'accélérateurs linéaires de particules qui vont tourner autour du patient et mettre des radiations dans un but de distribuer de la dose à l'intérieur du patient au niveau de la tumeur pour venir tuer les cellules cancéreuses. Dans la prise en charge de nos patients en radio-oncologie, ce calcul de la distribution de dose se fait au moment de ce qu'on appelle la dosimétrie prévisionnelle. Ce processus, ce moment est spécifique à chaque patient et est fait au moyen de logiciels de dosimétrie qui vont être capables de quantifier la distribution de la dose dans le patient avant même que le traitement ait eu lieu. Grâce à ceci, le médecin radio-oncologue va donc pouvoir juger de la qualité d'un plan de traitement et juger de la faisabilité d'un traitement. On s'entend qu'en dosimétrie, notre objectif va être de délivrer cette dose de prescription au niveau de la maladie, de manière à assurer un contrôle local et une meilleure survie de nos patients, tout en préservant le plus possible les tissus sains, là aussi dans un but de diminuer la toxicité et d'améliorer la qualité de vie. Ce concept peut être schématisé par ce qu'on appelle les histogrammes dose-volume. Ces histogrammes dose-volume sont une représentation graphique de la distribution de la dose au niveau d'organes qui vont être partiellement irradiés. Donc, dans un monde idéal, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est qu'on voudrait que notre dose de prescription demandée par le médecin radio-oncologue, dans le cas d'une prostate par exemple, vienne se situer que dans la prostate et que toute la dose épargne des tissus sains. Ça, c'est le cas idéal. Mais dans la vraie vie, encore une fois, du fait que le rayonnement est à l'extérieur du patient, que la tumeur est à l'intérieur et que la dose vient dans le patient, on a une distribution de dose aussi au niveau de ces organes sains. La bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de le quantifier. On est capable de dessiner cette distribution de dose, de la sculpter en fonction du degré d'acceptation de la dose d'un organe par rapport à l'autre. Et c'est là qu'on va arriver à ce que nous, on appelle dans notre jargon la frontière de l'optimisation où des compromis vont devoir être faits. L'interprétation de ces compromis va être basée sur le jugement du planificateur, du dosimétriste. En effet, son expérience peut faire une vraie différence en termes de variabilité et d'inhomogénéité dans la qualité de nos plans de traitement. Par ailleurs, ce processus reste un processus manuel qui va être interactif entre le dosimétriste et la machine et qui va être aussi itératif en jouant sur un certain nombre de paramètres d'optimisation. Donc, ce processus qui reste manuel est donc lié à l'expérience de notre planificateur, peut être assez subjectif et peut être très chronophage en termes de ressources pour arriver à un résultat somme toute acceptable. L'idée a été d'automatiser l'optimisation de nos plans de traitement au moyen de RapidPlan. RapidPlan va être un système de planification qui va être basé sur notre expérience clinique. En effet, RapidPlan est capable de prédire ce qui va être optimal pour un patient présent, un patient futur, en considérant toute notre expérience clinique passée. Le principe va être de créer des modèles pour un site donné, pour un organe donné, à partir de nos meilleurs plans de traitement. Et ces modèles vont pouvoir être nourris, vont pouvoir être améliorés à mesure. L'algorithme va partir de la géométrie de nos patients. On est dans le cas d'une prostate ici, et donc il va analyser et va observer le volume des organes à risque, ça va être la vessie, le rectum, les têtes fémorales, leur position par rapport à la prostate, qui va être le volume cible, et il va être capable, en fonction de ce qu'on lui aura appris, d'interpoler, voire même d'extrapoler, pour aboutir à une estimation de DVH qui va correspondre à une distribution de dose qu'on va considérer idéale pour le patient qu'on souhaite planifier. Ça correspond finalement aux petites courbes que vous voyez à droite. Et donc spécifiquement pour ce patient, on est capable de dire que pour la vessie et pour le rectum, on doit juste être capable de déposer cette petite quantité de dose au sein de cet organe tout en assurant une couverture idéale de notre maladie au niveau de la prostate. Donc c'est cet aspect propre de RapidPlan qui répond vraiment au concept d'IA, d'intelligence artificielle. On a un niveau supplémentaire
que l'on utilise aussi en clinique, qui va être qu'à chacun de ces modèles, on peut attacher un certain nombre de contraintes d'optimisation qui vont faire que ce processus va être automatique et va être autonome. À très juste titre, et en introduction, Gaëlle nous a parlé d'une analogie avec le GPS. Effectivement, j'aime utiliser cette analogie concernant RapidPlan. On a un point de départ, le point A, qui va correspondre finalement à nos organes, à nos structures qui auront été dessinées par le médecin radio-oncologue. Et puis on a une dose de prescription, une dose qui est demandée par le médecin, estimant que c'est cette dose nécessaire pour avoir un contrôle de la maladie. On a un point B. Le point B, ce sera notre destination et ce serait de combien je peux pousser ma dosimétrie, de combien je peux épargner les tissus sains de manière tout cependant à assurer une bonne couverture de ma maladie. Sans RapidPlan, on sait, puis dépendamment de l'expérience d'un planificateur, on sait plus ou moins où est la position du point B, on sait plus ou moins où il se situe. Et puis on va chercher à trouver une route le plus directe, mais parfois on est amené à utiliser différents chemins pour arriver plus ou moins à la position du point B. Donc ça peut prendre un certain nombre, ça peut prendre du temps de trouver ce point B. RapidPlan, lui, va être capable de prédire, de définir exactement la position du point B et va être capable de nous y amener de manière automatique et donc de manière autonome. Finalement, beaucoup de bénéfices peuvent être apportés ou peuvent être donnés comme synonyme de RapidPlan, mais cliniquement, le bénéfice principal va rester que RapidPlan va nous permettre d'homogénéiser nos pratiques, d'obtenir des plans de qualité très rapidement et de manière autonome. Maintenant, l'implémentation de RapidPlan a aussi induit un changement dans nos pratiques cliniques et des enjeux humains se sont présentés suite à son implémentation. Et donc, il va nous faire plaisir de partager ensemble maintenant à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Bénédicte. Je vous invite à venir tous les deux sur scène. On va donc passer à notre discussion guidée. Et une première question nous amène sur notre bateau. Mais pourquoi est-ce qu'on est parti? Pourquoi est-ce qu'on a pris le large? Quelle était l'intention en implantant RapidPlan? Oui, bonjour tout le monde. Bénédicte, elle l'a un peu résumé là, dans sa dernière diapo, mais essentiellement, si on va donner un contexte un peu plus large, RapidPlan, en fait, c'est une option d'un logiciel qu'on utilise déjà. Donc, c'était pas une démarche très complexe pour nous là, de le mettre de l'acquérir, si on veut, puis d'avoir cette possibilité-là. Par contre, on s'est posé la question quand même plusieurs fois, est-ce qu'on veut le faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Puis la réalité, en fait, c'est que les dosimétristes dont Bénédicte a parlé, qui font la planification des traitements, c'est des technologues en radio-oncologie. Puis on est dans une situation de pénurie de main-d'œuvre on prévoit même que ça va empirer dans les prochaines années. Ça a commencé pendant la pandémie et ça se poursuit. Donc, on a un enjeu de main-d'œuvre. Puis, en fait, avec les gens qu'on a, on espère dégager du temps pour faire l'ensemble des tâches qui doivent être faites. Puis, s'il y a des choses plus simples qu'on peut leur enlever pour leur donner des choses plus complexes, on était très intéressés à ça. Puis comme elle le mentionnait aussi, nous, on a des standards minimums de qualité de plan de traitement en radio-oncologie, mais au-delà de ça, il y a une certaine variabilité qui va dépendre de c'est qui l'a fait, le plan, son expérience. Cette journée-là, est-ce qu'il était très occupé ou est-ce qu'il y avait plus de temps à passer sur ce patient-là en particulier? Donc, on voulait vraiment gagner en homogénéité de la qualité. Donc, l'idée dans RapidPlan, c'est de mettre les meilleurs plans qu'on a déjà produits historiquement. Le modèle apprend de ça, puis on espère, dans le fond, retrouver le meilleur de ce qu'on a déjà produit. Ça implique une standardisation aussi qui est positive, dans le sens où quand on veut automatiser quelque chose, on n'a pas le choix de se poser la question qu'est-ce qu'on veut vraiment? Parce que là, ça va être ça qui va être fait à toutes les fois, puis il y a moins de
variabilité qui est possible. C'est automatique, donc il faut définir chacune la distribution de doses qu'on veut. On la veut comment. Donc, ça a été c'est un gain aussi, dans le fond, d'avoir. Ça force un peu à faire cette réflexion-là. Mais évidemment, il y avait des visées à gagner en efficience, là, justement, pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Le fait que ce soit une optimisation qui se fait de façon autonome, le dosimétriste, il peut faire autre chose pendant que ça se fait tout seul puis que l'ordinateur calcule. Puis, ben, des éléments clés. Moi, comme gestionnaire, ça fait pas longtemps que je suis gestionnaire là, en physique, en radio-onco. Le projet avait déjà commencé avant que je prenne le poste de gestionnaire, puis ça avait été on peut dire un succès mitigé. Puis on a eu la chance de le relancer une deuxième fois avec, premièrement, une version améliorée de RapidPlan, mais aussi avec une meilleure compréhension des enjeux de gestion du changement qui viennent avec ça. Donc, personnellement, moi, je me suis lancé là-dedans avec quand même beaucoup d'humilité parce que, j'avais très peu d'expérience en gestion du changement, mais aussi parce que la première tentative avait été plus ou moins réussie. Donc, on présentait ça à l'équipe un peu comme une hypothèse. On pense que ça va être positif pour nous en radio-oncologie. On a des bonnes raisons de penser que la nouvelle version du logiciel va être plus proche de notre besoin, mais on ne peut pas le garantir. Donc, il faut l'essayer faut le tester pour le savoir. Donc, c'est un peu ensemble, on va découvrir qu'est-ce qui est possible de faire avec ça. Puis l'autre apprentissage qui avait été fait de la première tentative, c'est qu'on ne peut pas espérer juste comme lancer ça sans appui, puis penser que les gens vont l'adopter de façon toute naturelle. C'était pas ça qui est arrivé, c'est pas la réalité. Donc, ça prend un petit peu de leadership, ça prend un cadre pour y arriver, là. Merci beaucoup. Donc, une intention d'amélioration, d'être près de vos équipes et de leur proposer un mieux grâce à un outil d'IA qui vient les outiller. Alors, on passe à notre deuxième sujet, le leadership et la complémentarité des rôles que j'ai pu observer lors de nos rencontres de préparation. Un équipage ne peut pas réussir sa traversée sans une répartition claire des rôles. Chacun a une fonction essentielle. On a un capitaine qui garde le cap, un amiral qui coordonne et veille sur l'ensemble de la flotte. Vous avez vraiment des qualités propres à chacun, chacune, et vous avez pu les mettre en pratique pour ce projet. Alors, comment vos rôles respectifs ont-ils influencé l'adhésion au projet et la gestion du changement ? Et puis, quelles qualités chez votre collègue ont été des leviers pour ce projet ? Je vais me lancer en premier. C'est vrai que ce projet RapidPlan, ça fait quelques années qu'on entend parler. Jean-François l'a repris il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc, quand je dois parler d'une de ses qualités principales, c'est clairement, j'ai vu une différence lorsqu'il a mis en place un cadre. Il a directement mis en place des limites à ce cadre et que tous les acteurs du projet savaient jusqu'où ils pouvaient aller et de quelle manière ils pouvaient aller évoluer dans ce cadre. Parce qu'on parle ici d'un projet interprofessionnel et que lui-même, dans ce cadre, il s'est écouté, il s'est adapté, dosé et il agit. Je dirais qu'il est en veille active, toujours prêt à justement entendre les choses et à agir de manière à ce que le cap soit toujours conservé. Et à ça, je lui ajoute une notion de courage. Tu as du courage en tant que leader, clairement, parce que quand tout va bien, c'est facile d'être un leader, mais dès que les choses sont un peu plus compliquées, dès qu'il y a de la résistance et qu'il faut prendre des décisions peut-être moins populaires, c'est là où toute la qualité d'un leader se montre et le courage d'un leader se montre. En plus, Jean-François est quelqu'un de terrain qui sait être présent à des moments charnières, à des moments stratégiques. Si je donne l'exemple de la
première présentation clinique du premier modèle suite à la reprise du projet. C'était une présentation, c'était moi qui devais le faire, mais Jean-François était présent dans la salle. Il n'avait pas nécessairement la nécessité d'intervenir oralement, mais le fait qu'il soit assis, le fait qu'il soit présent a fait aussi une différence. Donc clairement, il s'est montré un soutien extrêmement actif et extrêmement visible. Merci Bénédicte. On n'a pas l'habitude de recevoir autant de compliments. Non, c'est ma question préférée. C'est juste de Somiam. C'est bien mérité. À ton tour. Bénédicte, en fait, en tant que chargée de projet, elle a bien su maintenir la trajectoire vers l'objectif. On avait des livrables qu'on voulait atteindre. Donc, pour elle, c'était très clair où elle s'en allait. Puis elle a réussi à le faire malgré des résistances ou des défis. Elle était quand même... Elle dit que je suis proche du terrain, mais elle était encore plus là, dans le sens où elle avait des interactions régulières avec l'équipe d'utilisateurs éventuels, avec les parties prenantes du projet. Donc ça, cette proximité-là, je pense que c'était important. Puis elle a réuni plusieurs qualités qui, d'ailleurs, c'est ça, Gaëlle, quand on s'est rencontrés au début, elle me demandait s'il y avait, si ça faut réunir une équipe qui a toutes ces qualités-là ensemble. Puis c'est pas un projet qui est mené tant que ça en équipe. Là. Bénédicte a quand même travaillé beaucoup de façon un peu autonome là, au côté de la physique. Mais en fond, elle réunissait toutes ces qualités-là ensemble, donc on est quand même chanceux de l'avoir dans notre équipe. Mais ces qualités-là, premièrement, c'est sûr qu'il faut comme maîtriser l'outil, il faut comprendre comment ça fonctionne, une qualité professionnelle, technique. Mais ça prend aussi une intelligence interpersonnelle pour comprendre comment les autres réagissent face à cet outil-là qu'on veut implémenter. Puis il faut accepter, le courage, ça vient, on l'a mentionné, il faut accepter d'un peu de se lancer dans quelque chose qu'on sait qui pourrait être inconfortable à certains moments. Surtout, elle avait déjà l'expérience de l'avoir tenté une première fois, donc de le refaire une deuxième fois, elle savait un peu à quoi s'attendre quand même. Donc, il faut accepter de sortir de sa zone de confort, puis un peu de courage quand même. Puis de la résilience, parce que c'est pas vrai que ça va être du smooth sailing jusqu'à la fin. Là. Donc, quand il arrive des moments un petit peu moins agréables ou plus difficiles, Bénédicte a fait preuve de beaucoup de résilience pour... c'est quand même un long projet là, qui a duré plusieurs mois, donc... Voilà, je pense que c'est les qualités que ça prend. C'est pas obligé d'être réuni dans une seule personne. Mais au moins, si c'est une équipe, je pense que c'est des qualités qui se sont avérées très utiles. En tout cas. Ouais, donc vraiment des belles compétences humaines. C'est ça qu'on vient apprendre aujourd'hui. Vous avez parlé tous les deux que vous étiez vraiment présents près de l'équipe, de l'équipage dans notre métaphore. Alors, face au départ d'un voyage, tous les membres de l'équipage ne réagissent pas de la même manière. Certains courent sur le pont, impatients de hisser les voiles, mais d'autres prennent le temps d'observer, peut-être un peu plus sceptiques, en attendant de voir si la nouvelle route est vraiment plus sûre. D'autres encore restent attachés aux anciennes cartes, en étant vraiment plus sceptiques quant au changement de cap. Alors, de quelle façon l'innovation a été présentée à l'équipe et comment avez-vous identifié et accompagné les différentes dynamiques d'engagement au sein de l'équipe? Jean-François. Oui. Quand on parlait d'humilité au début, c'est ça. Moi, j'ai pas tant de... Je suis présenté ici comme un expert, mais je suis ni un expert en IA, ni un expert en gestion du changement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, pour commencer, on avait une charte de projet, puis qui est notre charte standard qu'on a, nous, en radio-oncologie, qui contient beaucoup d'éléments quand même. Puis, une fois qu'on avait ça, on a fait une rencontre avec toute l'équipe de dosimétrie, les gestionnaires, Bénédicte, l'assistant-chef physicien, bref, l'essentiel des parties prenantes. Puis cette rencontre-là avait deux objectifs. La première, c'était de présenter le projet, sa raison d'être, ses objectifs, les livrables, juste mettre la table.
Puis ça, c'était la première partie. La deuxième, c'était, on a fait une table ronde, telle que suggérée dans les formations de gestion du changement. Le but, c'était d'écouter les craintes de chacun. Donc, systématiquement, chaque personne avait l'opportunité de dire son impression par rapport à ce projet-là, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne marchera pas. Puis, à travers cet exercice-là, premièrement, c'est une occasion pour nous, l'équipe de gestion, puis Bénédicte aussi, le chargé de projet, d'écouter c'est quoi les craintes, parce qu'idéalement, on veut y répondre. Éventuellement, en faisant le projet, on veut que les gens passent par-dessus ces craintes-là. Mais aussi, même si on fait un tour de table, chacun son tour, c'est pas long que les gens se mettent à interagir entre eux. Et là, il se révèle toutes sortes de profils, en fait, de gens on est au lancement du projet, mais il y en a qui sont déjà plus disponibles, plus ouverts à l'idée. Il y en a d'autres qui sont clairement réfractaires. Donc, ces interactions-là nous permettent de bien avoir un beau portrait de, dans le fond, l'équipe avec qui on va travailler. Donc, écoute et observation, c'est vraiment ça a été une occasion très riche là, pour nous. Puis peut-être un dernier point là-dessus, pour faire ce genre de rencontre-là, c'est vraiment important d'avoir, il y a une condition là, très importante, c'est d'avoir un climat psychologique, de sécurité psychologique, pour que les gens puissent s'exprimer librement sans craindre de la réaction ni de leur chef, ni de leurs collègues. Sans ça n'aurait pas été possible d'avoir ce genre de rencontre-là. Oui, puis je dirais aussi en plus qu'on a encouragé beaucoup la collaboration et puis la responsabilisation. Ça nous tenait à cœur que l'équipe participe au développement des modèles. On partait du principe qu'ils sont la solution. En fait, on souhaite qu'ils soient acteurs et pas juste utilisateurs. Merci beaucoup. Donc, impliquer vos équipes, être à l'écoute, dans cette écoute active et puis avoir instauré au préalable un contexte psychologique sécuritaire, c'est des bonnes pratiques qui ont été appliquées et qui ont permis de prendre le large. Toutefois, tout voyage connaît des tempêtes, des moments où le vent se lève. Certaines sont annoncées et permettent un ajustement de cap, mais d'autres arrivent un peu plus brutalement et exigent de l'équipage qu'il réagisse vite. Alors, quels ont été ces moments charnières, ces moments où le vent s'est levé, et puis quels ont été les leviers que vous avez mobilisés? Oui, je dirais que un des moments charnières importants, finalement, ça a été au moment où on a repris le projet, où Jean-François a repris le projet, où tout à l'heure je vous parlais d'un cadre d'action qui était important. Ben, ça s'est fait avec une charte de projet qui a été écrite et qui a été entérinée par le comité de gestion du département. Il était clairement défini quel type de modèle on allait développer, quelle sphère clinique allait être touchée par ces modèles et surtout de quelle manière on allait utiliser RapidPlan. Donc ça, c'était défini de manière absolument claire et absolument précise. Ensuite, ce qui est important, je pense, c'est que tout au long du processus du projet, que ce soit au début, en milieu, dans la continuité, il est bon que les gestionnaires soient présents et assurent que chaque membre de l'équipe ne quitte pas, suive le cap en fait. Ça entraîne, ça a pour conséquence qu'une communication entre nous est aussi nécessaire. C'est-à-dire que quand moi de mon côté sur le terrain, je sentais qu'il pouvait commencer à y avoir quelques petits enjeux humains, on en parlait entre nous et puis c'est là que le capitaine prenait sa position, sa veille active et faisait en sorte que tout le monde reste dans le droit chemin. Quand on parle d'IA, on s'entend que assez souvent, on n'a pas nécessairement 100% des acteurs qui sont motivés ou qui sont persuadés par l'outil. Donc il y a souvent une négociation tout le long du projet qui existe. Une négociation au début, une négociation en cours, une négociation petite, importante
On a toujours ça, négociation, négociation. Donc c'est évident qu'il faut rester à l'écoute. Et puis on le répète beaucoup, mais c'est important d'entendre leurs préoccupations pour comprendre pourquoi il y a ces négociations. Maintenant, il y a un cap à tenir. Il y a des choses qui restent non négociables. On parle d'un cadre, on parle de limites à ne pas franchir. Dans notre exemple, pour RapidPlan, on voulait que le système fonctionne de manière autonome. Ça, c'était un non négociable. Maintenant, il faut aussi apprendre à lâcher sur certaines choses, clairement, pour que ça puisse avancer. Dernière chose, je dirais qu'on parle IA, mais il faut parler expertise humaine. L'expertise humaine reste absolument primordiale et il faut le mettre en avant auprès de l'équipe. Dès le départ, dans la conception de nos modèles, c'est de l'expertise humaine qui a permis que nos modèles existent. Et il faut leur expliquer que c'est les meilleurs plans cliniques qui ont été utilisés, c'est les plans de nos dosimétristes du CHUM, ce n'est pas des hôpitaux autres que le CHUM, c'est nos plans cliniques à nous, faits par nos dosimétristes qui ont créé les modèles, qui ont permis qu'on crée les modèles. Et ensuite, lorsque l'IA propose une solution, il faut aussi que l'humain reste capable et reste en veille sur le résultat que l'IA va lui proposer et savoir si le résultat fait du sens. Oui, je vais peut-être faire du pouce sur cette idée-là aussi. L'IA, c'est quand même... Ça peut être menaçant perçu de cette façon-là pour certaines personnes. Autant pour l'identité professionnelle que peut-être même l'ego personnel. Ce qu'on a remarqué souvent, c'est que des gens qui ont beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience, vont peut-être voir ça d'un point de vue peut-être moins positif que quelqu'un qui commence et qui apprécie d'avoir des outils pour l'aider. Donc, un des leviers qu'on avait justement important dans ce projet-là, c'est que c'était, comme disait Bénédicte, c'est leur plan, leur expertise qu'on a mis dans le modèle. Puis là, je ne connais pas personnellement l'historique du développement du produit de RapidPlan par le fournisseur. Est-ce que c'était voulu chez eux de choisir cette option-là, de laisser, dans le fond, l'utilisateur créer ses propres modèles avec ses données? Parce que je sais qu'il y a des concurrents, que ce n'est pas la même chose. Peu importe, nous, dans le fond, avec le recul, on réalise que ça a été quand même un point très important qui a permis de franchir un peu là, les obstacles à la gestion du changement, quand on peut dire que c'est vos productions qui se ramassent là-dedans. Ce n'est pas un modèle tout fait qui arrive d'un autre pays, d'autres chercheurs en IA. Donc, ça a été quand même un aspect vraiment, vraiment bien là, dans ce projet-là. Un outil valorisant qui était fait maison, fait CHUM, grâce à l'expertise de vos dosimétristes. C'est eux qui ont construit ensemble ce modèle. Alors, on a réussi à braver le vent. On va maintenant passer au bilan, aux apprentissages. Ça fait plusieurs mois qu'on navigue. Le port est en vue, mais on va continuer encore à naviguer avec ces nouvelles technologies. Alors, quels enseignements tirez-vous de cette expérience? Quels conseils donneriez-vous à d'autres équipes qui intègrent un projet avec intelligence artificielle? Oui, en tant que grand expert. De notre expérience, en fait, il faut se faire confiance. C'est faisable, même si ce n'est pas quelque chose qu'on a déjà fait. On a des outils qui peuvent être très simples en gestion du changement, mais déjà qui donnent une certaine confiance pour se lancer là-dedans, pour s'appuyer. Et il ne faut certainement pas complètement ignorer la gestion humaine des changements. Là. C'est vraiment essentiel pour que ça fonctionne. Sinon, comme Bénédicte l'a déjà mentionné, être très attentif ou en veille. Veille, c'est peut-être beaucoup, mais quand même avoir le pouls puis sentir quand ça va il y a peut-être quelque chose qui se passe là. C'est des êtres humains qui ont des émotions, qui ont des réactions, qui communiquent entre eux, qui sont impliqués dans le projet. Donc, il faut être sensible à
qu'est-ce qui peut arriver si ça se met à devenir un peu négatif, un peu trop négatif par moment. C'est vraiment important de corriger le tir rapidement avant que ça fasse trop de mal au projet. Donc, OK, on revient. Pourquoi on fait ça? On avait beaucoup de données factuelles aussi qu'on a utilisées de dire, RapidPlan, on l'a validé, ça marche à 80x% du temps. On peut revenir avec des données factuelles comme ça pour corriger des fois des impressions biaisées ou partielles. Donc ça, c'est très important d'avoir un peu le feeling. Puis, accepter que l'IA, c'est un outil un peu complémentaire dans le sens que l'humain va rester en contrôle de ce qui est produit, dans le sens que c'est lui qui valide. Dans notre cas, en plus, c'est un outil qu'ils ont créé, mais l'IA ne remplace pas complètement. Moi, j'ai jamais vu, à date, je ne suis pas un expert non plus, mais je n'ai pas vu de solution d'IA qui fonctionne à 100% du temps. Donc, c'est important. C'est important, comme quand on lance ce projet-là, d'avoir cette notion-là en tête que faut que nos attentes soient réalistes, mais c'est aussi important au niveau de la gestion du changement parce que ça aide quand même quand on réussit à faire comprendre à tout le monde qu'il reste une partie humaine qui est importante. Bien sûr, ça reste le dosimétriste qui faisait déjà bien sans IA. Avec IA, il va faire mieux, mais c'est lui, c'est elle qui va faire ça mieux. Il garde la responsabilité. Bénédicte. Oui, puis je rajouterais juste le fait important qu'il faut que les acteurs participent dès le départ au projet, en fait, pour que tu aies une adhésion qui se fasse le mieux possible. Écoute, préoccupation, on en a beaucoup parlé, mais peut-être juste être plus spécifique à notre expérience, à notre projet IA au CHUM. On a eu la chance et on a la chance d'avoir une personne pivot. Je trouve que c'est important dans un projet d'en avoir une. Mais en tout cas, nous, en dosimétrie, notre coordonnatrice, elle a vraiment eu ce rôle de personne pivot qui est évidemment sur le terrain parce qu'elle fait partie de l'équipe de dosimétrie, mais c'est surtout, elle était particulièrement là pour entendre les préoccupations de l'équipe à mesure que le projet avançait, à mesure que des modèles étaient implémentés. Elle sentait le souffle, elle sentait l'énergie et clairement, elle a eu un rôle, elle a toujours un rôle absolument décisif dans le succès de la mise en place clinique de RapidPlan. Son input a vraiment donné un rythme dans l'implémentation des modèles en clinique. Et je pense qu'il faut aussi rester ouvert à ça, ouvert au fait que le rythme du changement doit s'adapter à l'évolution des préoccupations des utilisateurs. Je pense que la gestion du changement humain, la gestion de projets en soi doivent être planifiées, doivent être faites en même temps. Merci beaucoup. C'est de très beaux apprentissages. Et personnellement, ce que j'ai appris à vos côtés, c'est cette idée de trouver un doux équilibre entre se faire confiance, et avoir confiance en vos capacités humaines et puis vos compétences humaines et puis cette humilité dont vous êtes de beaux témoins. Vous avez acquis ces compétences humaines grâce à vos années de vie, vos expériences, la paternité dans le cas de Jean-François aussi, de belles aventures dans ton cas, Bénédicte. Donc je trouve ça vraiment inspirant de voir que ces compétences humaines, on peut compter dessus en étant pleinement nous-mêmes. Alors, si on met nos yeux dans les jumelles, quelles sont les prochaines étapes à l'horizon pour RapidPlan ? Qu'est-ce qui s'en vient ? De nouveaux modèles ? Oui, de nouveaux modèles dans le sens que nos objectifs pour nos livrables, en fait, pour cette phase-ci du projet, on s'était dit on va se laisser une chance, on va viser des types de traitements qui sont relativement simples, donc plus de chances que le modèle réponde à notre besoin. C'est quand même très positif, qu'est-ce qui en est ressorti. Donc là, on se dit, peut-être que, encore ça, c'est une hypothèse aussi, mais peut-être que ça pourrait bien fonctionner avec
des plans de traitement un peu plus compliqués, si peut-être si on donne plus de données au modèle pour qu'il puisse plus bien gérer cette complexité-là. Donc ça, c'est une chose. Puis aussi, dans radio-oncologie, au cours de l'année qui s'en vient, nous, on a des nouveaux appareils qui arrivent qui vont nous permettre de faire, en fait, le processus de planification de traitement, mais à chaque jour, à chaque traitement, parce que les patients en oncologie reviennent plusieurs jours de suite là, pour leur traitement. L'anatomie change d'une journée à l'autre, donc là, on a un plan qui a été fait avec une image au début, mais notre objectif avec ces appareils-là, c'est de refaire ce processus-là à tous les jours avec le patient qui est couché sur la table. Présentement, ce n'est pas possible de concevoir, faire ça sans intelligence artificielle. Il faut que ça aille rapidement, là, le patient est là. Donc, on ne peut pas penser mettre quelques heures de travail humain là, pour arriver à un plan de traitement adapté. Donc, l'intelligence artificielle, dans le fond, va venir à travers ces machines-là, puis on va pouvoir utiliser RapidPlan pour y contribuer. Là. C'est une synergie, en fait, RapidPlan et ces appareils-là vont pouvoir nous permettre de faire ça en 2025. On le souhaite, avoir des outils pour offrir des soins personnalisés et de qualité à toute la population. C'est notre ambition. Alors, à vous, cher public, si vous avez des questions pour Bénédicte et Jean-François, ils seront ravis de vous répondre. Il y a peut-être des questions en ligne. Si vous vous levez, je vois que quelqu'un se lève dans la salle. Merci de vous nommer et puis de poser votre question. Bonjour, donc Nathalie Meyerhofer. Question pour vous. Donc, on sait que pour rallier une équipe, surtout avec une diversité de rôles, de profils, d'intérêts, les indicateurs, des données, des résultats, ça peut être très parlant et engageant. Pourriez-vous nous en partager quelques-uns qui ont vraiment parlé aux équipes, qui ont fait en sorte, qui ont voulu passer au travers les défis et continuer à offrir des meilleurs soins et services aux patients? On parle de résultats de... Oui, donc comment, vous avez parlé que vous avez beaucoup de rencontres avec l'équipe. Est-ce qu'il y avait des indicateurs, des données, des cibles que vous vous êtes données en groupe ou en équipe où vous vous êtes dit, si on peut atteindre ça, si on fait ça, si on voit que telle chose change, ça va vouloir dire que ça a valu la peine et on va pouvoir continuer à avancer. Donc concrètement, quelques-uns des résultats qui ont... donner le goût aux dosimétristes, aux gestionnaires de vouloir continuer malgré les défis là, et de se dire « check, on a réussi à obtenir les résultats qu'on souhaitait ». Je pense qu'on peut parler de chiffres, tout simplement. Oui. Quand on a commencé le projet ensemble et qu'il s'agit d'établir la charte de projet, outre le fait des modèles qu'on voulait créer, dépendamment des sphères cliniques, c'est vrai qu'on a parlé aussi chiffres. On s'est dit... ce serait quoi le taux de réussite qui ferait en sorte qu'on pourrait considérer que ça fonctionne? De mémoire, on a parlé de 2 patients sur 3, 65, 70%. On s'est dit, si les 2 tiers de nos plans, on arrive à les mener de manière autonome, et quand on parle d'autonomie, on s'entend que l'ordinateur travaille tout seul et que le dosimétriste à côté peut faire d'autres tâches. On s'est dit, ce serait une bonne chose. Surtout que notre choix est peut-être au début plus ou moins ambitieux. On était parti sur un modèle clinique assez complexe en termes de critères dosimétriques acceptables. On parle de doses reçues à des voxels précisément. En tout cas, quelques semaines après l'implémentation clinique, quelques dosimétristes ont eu des retours en disant ça ne semble pas fonctionner aussi bien que vous prétendez ou aussi bien que vous souhaitez. C'est là qu'on a fait donc, appel, on va dire, à nos indicateurs, et puis on a repassé tous les plans qui avaient été calculés par RapidPlan, à peu près 45 plans en 5 mois de pratique clinique. Et sur ces 45 plans, 80% ont obtenu un résultat directement automatique donc obtenu par la machine, par RapidPlan, sans même qu'une intervention humaine ait eu lieu. Donc on a mesuré ça, on a quantifié ça, on est revenu en équipe et puis on leur a dit voilà, c'est ça le résultat. Il y a 8 plans sur 10 qui se font de manière complètement autonome sans que vous ayez à passer derrière. Donc
très simplement, ça répondait à nos attentes. Et puisque quand on faisait allusion à une veille active et puis réussir à raligner tout le monde dans la bonne direction, je pense que c'est un bon exemple, oui. Oui, puis il faut voir qu'au début, l'expérience de chacun, c'est quand même une grosse équipe, est très partielle. Ils vont en faire quelques-uns, puis probabilistiquement, ça se peut qu'une personne tombe plus qu'un autre sur des cas qui n'ont pas marché, même si ça marche à 80%. L'impression de cette personne-là, après ça, elle peut voyager dans le groupe, ce qui est normal, c'est correct. Mais c'est là que c'est le fun de revenir avec des données là, pour dire, ben, les faits, c'est ça. Ouais. Merci. On a une autre question dans la salle et puis j'ai plusieurs questions en ligne. Bon. Dr Garot-Lajoie, bonjour. Félicitations pour le beau leadership départemental, le beau leadership local dont vous avez fait preuve. Je me pose la question, est-ce qu'il y aurait place à avoir un leadership même provincial pour le CHUM, d'être le vaisseau amiral? Est-ce qu'il y a d'autres hôpitaux, peut-être en périphérie, en région, d'autres hôpitaux universitaires qui pourraient adopter ou qui ont peut-être déjà adopté RapidPlan et qui pourraient peut-être bénéficier de vos jeux de données? Est-ce que c'est quelque chose qui est considéré ou pas encore? C'est une bonne question. J'ai eu des discussions informelles à ce sujet-là. La réalité aussi de d'autres centres, particulièrement des centres régionaux, ils ont moins de ressources que nous. Donc, RapidPlan, nous, on voyait ça, en fait, maintenant, on voit ça un peu comme un avantage de pouvoir fournir nos propres données pour créer les modèles, mais ça prend du temps à faire ça. Il y a des centres régionaux qui sont intéressés, mais qui... l'investissement est peut-être vu comme trop important. Par contre, moi, je leur ai bien expliqué, vous ne pouvez pas juste penser comme créer le modèle de votre côté, le physicien, puis lancer ça dans la salle de dosimétrie après, puis espérer que ça va fonctionner. C'est une démarche concertée que vous devez faire comme groupe là, en radio-oncologie. Puis c'est là qu'ils se mettent à réfléchir aussi, dans le fond. Est-ce qu'on a le consensus? Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on veut faire ça? Puis c'est une discussion qui est légitime. Puis peut-être qu'effectivement, pour eux, c'est pas le bon moment parce qu'ils ont d'autres projets, des choses comme ça. Mais oui, mais c'est informel. C'est pas une démarche systématique là, qu'on a entamée, par contre. Merci. Alors, on a Nathalie Beaulieu qui nous pose la question suivante. Y a-t-il une distinction à faire dans la posture, le mindset de leadership dans un projet d'intégration de l'IA versus un autre projet? Et si oui, quelles sont ces distinctions? Mon impression, c'est que pas tant. Dans le fond, c'est de la gestion du changement. Ce changement-là peut prendre plusieurs formes. Il faut juste être conscient que l'IA, ça peut, comme on disait, ça peut peut-être toucher de façon un peu plus personnelle les travailleurs au niveau de leur sentiment de valorisation. Dès qu'on parle d'automatisation, des choses comme ça, c'est normal. Ça peut être perçu comme menaçant. Mais au-delà de cet aspect-là, moi, je pense pas que c'est particulier à l'IA. Je ne sais pas si y a une opinion différente. Peut-être pas particulier à l'IA, mais je dirais que si on reste juste dans l'IA, il faudrait voir qu'est-ce que l'IA va influencer, dans quoi il va venir changer, dans quel domaine il y aura le changement. Est-ce que ça va être un outil IA qui va permettre de rendre plus facile une tâche à non-valeur ajoutée, qui va aider la personne? Dans ces cas-là, je pense que l'adhésion va être beaucoup plus facile. Maintenant, si on a un projet IA où l'objectif est de, entre guillemets, remplacer une tâche à valeur un peu plus proche de leur identité professionnelle, peut-être qu'on a une distinction à faire, en fait. Oui, c'est un peu notre expérience en radio-oncologie. On a quand même 3 projets d'IA qui sont cliniques présentement. Puis un de ceux-là, en fait, il effectuait une tâche que personne trouvait de très intéressante à faire. Donc celui-là, il a été implanté beaucoup plus facilement, avec beaucoup moins de réflexion en gestion du changement. Puis on est allé quand même beaucoup plus rapidement, là. Fait que oui, c'est un bon point. Puis juste
rapidement, faut penser aussi que maintenant, enfin, ce projet Rapideplan, il existe depuis à peu près 5-6 ans. Et si on se remet 5-6 ans en arrière, l'IA a été quelque chose peut-être un peu plus inconnu, ou juste connu par des gens un peu plus spécialisés. Donc lorsqu'on a voulu intégrer ça en clinique dans une équipe, l'IA n'était pas trop connue. Donc il y avait beaucoup de craintes suite, en conséquence du fait que l'IA est moins connue. Maintenant, ça fait partie de notre quotidien. Donc je pense aussi que c'est plus facile d'intégrer un outil IA. Ouais. Oui, je comprends. Je pense que vous nommez ce modèle de leadership qu'on va appliquer dans beaucoup de situations, mais après, c'est en ayant cette écoute que vous allez adapter vos réponses en fonction des réactions de vos équipes. Alors, il y a une question de Karine Dupont. Y a-t-il des éléments que vous auriez fait différemment si vous deviez recommencer le projet ? Moi, je dis non. Non, parce qu'on l'a recommencé. Oui, c'est ça. Ça a été fait 2 fois. Mais, et on l'a bien recommencé. Ouais. Peut-être ce qu'on a appris, en fait, en le faisant dans la deuxième phase, si on veut, là, la reprise du projet, il y a des modèles qu'on a décidé de créer. On n'avait pas réalisé que un modèle, une fois qu'il est fait, c'est fixe. Il est fait d'une certaine façon, puis ça se modifie pas facilement. Puis là, on a réalisé qu'il y a des types de traitements qui ont une évolution de la pratique clinique de nos radio-oncologues plus rapide que d'autres. Donc, on s'est un peu fait prendre, j'exagère un peu, là, mais ça a été quand même une découverte de faire OK, on a fait ce beau modèle-là qui fonctionne, puis finalement, les médecins ils ont décidé de changer leur pratique, puis ils prescrivent un petit peu différemment, ce qui fait que ce modèle-là devient obsolète. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris que peut-être, étant donné la quantité de travail nécessaire pour créer un modèle, peut-être commencer par choisir des modèles, donc on est plus sûr de la continuité dans le temps là, de cette pratique médicale. Là. Donc vous aviez déjà eu la deuxième chance, c'était déjà la deuxième fois. Oui. Et puis la méthode des petits pas pour y aller progressivement. On a encore une question dans la salle. Bonjour Jean-François, vous avez posé une question, enfin vous avez évoqué l'observation et l'écoute des personnes un peu plus réfractaires pour justement leur donner envie d'embarquer. Ça a été quoi les prochaines étapes concrètement pour qu'ils embarquent dans ce projet ? Bonne question. Leurs craintes, on les écoute. Après ça, quand on dit, bon, OK, en fait, on a fait un appel de volontaires. Évidemment, les personnes les moins enthousiastes, c'était pas nécessairement eux qui se sont proposés. Mais après ça, quand on revient avec, OK, on a avancé dans le projet, on fait des mises à jour, justement, Bénédicte, avant de lancer le projet en clinique, elle avait quand même validé avec plusieurs plans. Donc, on avait des données, on avait des chiffres. Puis le but de ça, c'est pas juste de montrer des chiffres pour des chiffres, c'est justement de répondre aux craintes. Là, est-ce que je vais utiliser un outil qui ne marche pas 3/4 du temps, je vais perdre mon temps, puis en fait, j'aurais mieux fait de le faire par moi-même dès le début. Ce genre de crainte-là, on peut répondre à ça en faisant notre propre travail, notre propre validation. L'autre chose, en fait, on a eu la chance avec ce projet-là de laisser en fait, il y avait des types de plans pour lesquels on a fait des modèles. Donc, quand il y avait un patient qui se présentait avec ce type de traitement-là qui était prescrit, la dosimétrie, l'équipe de dosimétrie devait utiliser le modèle, mais c'était un peu libre à savoir c'est qui allait prendre en charge ce cas-là. Fait que ça permet de laisser, dans le fond, les plus enthousiastes ou les plus ouverts vont se lancer en premier. Puis ceux qui sont un petit peu plus réfractaires, ça va leur prendre plus de temps, mais éventuellement, ils vont voir que leurs collègues, ils le font, ça fonctionne. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose d'actif qu'on fait, mais on leur laisse le temps, dans le fond, de rejoindre
dans le fond, le reste de leurs collègues. C'est peut-être pas tous les projets qui ont le loisir de pouvoir faire ça. Des fois, c'est des outils qui remplacent tout, puis il faut que tout le monde embarque en même temps. Mais nous, on a quand même joué là-dessus, là, sur cette possibilité-là qu'on avait. Ça rejoint quand même assez bien la compétence du jour. Il y avait une question similaire en ligne. Comment avez-vous réussi à convaincre les réfractaires d'adopter? Mais finalement, c'est en se laissant inspirer par les moins réfractaires qui embarquaient. On arrive à la fin de notre période de questions. Je vais donc passer à la suite. Bénédicte, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce point-là? Non, c'était très complet, oui. Parfait. Ben, on a appris aujourd'hui avec vous à quel point le leadership était précieux dans un projet d'IA. C'était l'humain qui reste au cœur de ces nouvelles technologies. Je tiens à remercier de tout cœur chacun de vous, Jean-François, Bénédicte, de nous avoir partagé cette expertise avec courage. C'était une première fois sur scène. Et puis, je tiens aussi à remercier de tout cœur mes collègues, sans qui Somnium ne serait pas possible. Je suis très, très reconnaissante pour les personnes avec qui j'ai la chance de collaborer. Et puis, j'ai un petit appel à l'action. Ça, c'est tous mes merci. Merci aussi à vous, personnes qui êtes dans la salle, toutes les personnes en ligne. On vous sait nombreux et nombreuses. Et puis, on vous serait reconnaissant de remplir ce sondage pour que vos rétroactions nous permettent de nous améliorer. Parce que nos prochains MIAM sont déjà prévus. On vous donne déjà rendez-vous le 29 mai, à midi aussi. Hein. On est fidèle à notre formule, les midis de l'intelligence artificielle. Donc, merci encore d'avoir été présent et merci pour vos réponses à ce sondage.